J'espère que vous avez autant de plaisir à découvrir tous ces témoignages que j'ai en suscité à travers mes questionnements. Nous avons déjà vécu 2 passionnantes tables rondes ce matin, changement de plateau pour aborder la 3e et dernière d'entre elles. Nous allons nous intéresser cette fois aux outils et aux méthodes pour le manager hospitalier, le lean management, l'analyse de la valeur, gestion de la logistique, certification de qualité, des outils issus de l'industrie utilisés à l'hôpital, mais comment les transposer, quelles précautions faut-il prendre, comment contextualiser, pour quelle valeur ajouter. De nombreuses questions avec nos 4 nouveaux invités pour y répondre, toujours aussi prestigieux et j'imagine pertinent. On va le découvrir dans quelques instants. Mesdames et messieurs, je les taquine, histoire de les échauffer un petit peu. Voilà. Jean-Pierre Grandet, bonjour, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Tout va bien? Très bien, merci. Alors vous êtes professeur d'université honoraire, aujourd'hui consultant et expert en management par la valeur. Vous avez participé à de très nombreux projets de management de la performance dans les organisations sanitaires et sociales, et ce, dans de nombreux secteurs et services. Vous êtes aussi concepteur et animateur du séminaire Lean Santé Management à Centrale Supélec. Il faut le noter, on voit plein de choses sur Internet là-dessus. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage éponyme. Voilà, il est là. Parfait. Voilà. Omer Bentar, bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau, ça va? Très bien, merci. Ravi d'être parmi vous. Et on est ravi de vous avoir avec nous. Vous êtes maître de conférences en sciences de gestion et du management à l'Université de Lorraine, plus particulièrement rattaché à l'IAE School of Management, qui nous accueille. Vous êtes également co-auteur avec Smaïl Benzidia de l'ouvrage Supply Chain Management de la santé, paru chez EMS Éditions en 2019, qui m'a bien inspiré. Marion Berlioz. Bonjour, très heureux de vous avoir à nos côtés pour une passionnante discussion, je n'en doute pas. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous nous venez de très loin, d'Aix-en-Provence, c'est ça? Vous nous avez ramené le soleil. Merci beaucoup. Vous êtes la présidente de l'AFAV, l'Association française pour l'analyse de la valeur. Vous nous présenterez en quelques mots ses missions, ses actions dédiées à une meilleure diffusion de l'analyse de la valeur et du management de la valeur. J'aurais d'ailleurs pu préciser que Jean-Pierre Grandet est également membre de cette association. Vous déployez vos talents aussi en tant que présidente du cabinet conseil qui s'appelle Émergence. Très joli nom. Et notre 4e invité, monsieur Jean Renaud, tout au bout là-bas. Bonjour cher monsieur, ravi de vous accueillir. Merci. Ça va bien? Très bien. Vous êtes professeur émérite, vous présidez le SIAD Les Trois-Rivières du côté de Blainville-sur-Lot en Meurthe-et-Moselle, association de services et de soins infirmiers à domicile. Vous êtes donc membre, l'association est membre de la fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle. On va en parler. Je voudrais démarrer cette séquence de façon pédagogique, si vous voulez bien. J'ai beaucoup de compétences autour de la table pour atteindre l'objectif. J'aimerais qu'on rappelle finalement les principes du management par la valeur, dont on peut aisément comprendre les grandes lignes, évidemment. Mais comme toute notion, il faut peut-être creuser un petit peu. Je vous regarde, Jean-Pierre Grandet, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien. Comment définir le management par la valeur? Quels sont ces principes? De quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Management par la valeur, c'est vrai que c'est 2 termes, management et valeur. Et on est derrière, on a une démarche. Une démarche, si vous voulez, c'est des pas, c'est une trace. Et cette démarche, elle est assez intéressante parce qu'elle va être très collaborative. On va faire collaborer des personnes sur un projet. Et le projet, bon, il y a des gens comme M. Boutinet. Projet, derrière, il y a se projeter. On va se projeter dans le futur. Donc, on va concevoir le futur. Et puis, on va regarder l'existant, on regardera est-ce que l'existant et le futur, il y a un gros écart. Voilà. Donc ça, c'est la démarche de projet collaborative, avec une recherche quand même d'efficacité, d'efficience. On en reparlera, je pense. Quels sont les bons termes qu'il faut mettre? C'est un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Voilà. Alors, Monsieur Grandet, moi je l'ai traduit peut-être autrement. Si je dis rationalisation, est-ce que ça vous conviendrait? Rationalisation. C'est sans doute un raccourci. Bon, les mots, si vous voulez, si on a mis le mot démarche, c'est pour ne pas être dans une méthode avec petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. C'est-à-dire que si on fait l'analyse de la valeur ou du management par la valeur avec une équipe qui est beaucoup plus socio, on aura des mots. Si on le fait avec une équipe qui est beaucoup plus industrielle, on aura d'autres mots. Donc derrière les mots, ce qu'il faut mettre, c'est mettre des éléments forts. Et on a un concept fort, c'est que le produit, le processus ou l'organisation qui est fourni par un fournisseur n'existe qu'au travers des services qu'il rend. Donc on va parler de services rendus. Et bon, on verra des exemples. Le vaccin, c'est plus un service qu'un produit. C'est plus un service qu'un produit. Un véhicule, le gel hydroalcoolique, c'est un service, c'est plus un service qu'un produit. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc on a ce concept fort, on verra. Ça donne du sens à la démarche. Et ensuite, derrière ce service rendu, on aura 3 piliers.
on les redéfinira plus en détail si vous voulez, c'est l'approche fonctionnelle, c'est-à-dire, qui dit fonctionnel dit fonction. Gaston Bachelard, éminent, il était lorrain, Romary Montin, ça me fait plaisir, voilà, facteur. Et le philosophe disait, finalement, une fonction, elle est là pour fonctionner. Donc on va imaginer, avec ce groupe de travail pluridisciplinaire, un fonctionnement futur du produit, du service, de l'organisation. Donc ça, c'est l'analyse fonctionnelle. L'analyse de la valeur, deuxième pilier, c'est se dire quelle est la valeur des résultats que j'ai produits en termes d'impact par rapport à ce que j'attendais, voilà, ou ce qui avait été imaginé en termes de service rendu. On aura un troisième pilier, ça va concerner les ressources. Quelles sont les ressources qui sont adéquates pour obtenir ces objectifs? Vous voyez, on va avoir d'un côté des ressources, d'un autre côté des résultats. Voilà. Donc voilà un peu le fond du management par la valeur. Alors quelles sont les limites du management par la valeur? Pardon? Quelles sont les limites? Les limites. Ben, les limites, c'est déjà, si on reste dans le concept produit-service, c'est assez large. C'est assez large. Et après, si on va dans le détail, il faut se dire, c'est quoi valeur? On va travailler sur 3 dimensions de la valeur. Et ça revient un peu sur la rationalité qu'on avait tout à l'heure, sur la valeur d'usage. On va travailler sur le sens. Nos collègues des sessions précédentes ont beaucoup parlé du sens. Et dans la valeur d'usage, on travaille sur le sens. Je prendrai un exemple trivial. Dans l'électroménager, aujourd'hui, si on fabrique un barbecue, hein, quel est le sens de ce produit? Est-ce que c'est un cadeau que quelqu'un va acheter pour l'offrir? Qui est le client? C'est celui qui achète le cadeau? C'est celui qui le fait utiliser à ses amis? Ou c'est celui qui grille les saucisses? Voilà, ça c'est... Donc, quel est le sens de ce produit? On a travaillé sur des espaces de jeu pour enfants, avec le management par la valeur. Pareil, quel était le sens de ce produit? Voilà. Donc, ça, c'est la valeur d'estime, le sens. Ensuite, on va travailler sur l'usage. Et là, on va faire appel à des professionnels, des gens qui connaissent. Et on a travaillé il y a quelques années, et dans l'ouvrage, on en parle, d'un masque transparent. Ben, il nous fallait des professionnels. L'ingénieur biomède était là pour nous donner des référencements. Il faut tel test, tel. Ça, c'est la valeur d'usage. Voilà. Donc, si on n'a pas un groupe de travail pertinent, eh ben, c'est la limite. C'est la limite. Et il faut que ce groupe ait une vision. Si on travaille pour le produit dans 5 ans, il faut que ce groupe ait une vision du contexte dans 5 ans. Je penserai à vous dimanche quand je ferai griller mes saucisses. Pardon pour cette turpitude. Cher monsieur, comment faire pour transposer les principes du management par la valeur dans le secteur de la santé? Je suppose qu'il faut largement adapter les outils. Vous allez nous le dire. Je profite d'ailleurs de la question pour signaler la sortie de l'ouvrage signé avec Julien Husson, intitulé Lean Management, management par la valeur en santé. Je ne sais pas s'il est là, où on le montrera évidemment. Comment transposer? Comment transposer? Très grande question. Et je dirais que si c'est mal transposé, ça peut faire plus de dégâts que de bien à tout le monde. Autant aux gens qui vont le faire qu'à ceux qui seront utilisateurs des résultats de la méthode. C'est pour ça que je vous interroge. Donc, la première chose, je dirais qu'il y a le point fort, c'est le concept produit-service. Ça, je pense qu'on est assez d'accord. Je veux dire, quand on parle avec des professionnels de santé, on est produit-service. Et je dis que pour transposer, il faut connaître les vraies spécificités du secteur. Les vraies spécificités du secteur, bon, pour avoir fait un assez grand parcours, vous l'avez rappelé, à la fois comme formateur dans des écoles de cadre, des écoles d'Ibon, ainsi de suite, tout ça, je dirais, on s'aperçoit que la première chose qu'il y a, c'est que le support des services en santé, c'est un patient. Ce n'est pas une bouteille de gel, c'est un patient. Donc c'est un patient qui a ses craintes, qui a ses envies, qui a des enjeux de court, moyen, long terme. Voilà. Donc c'est un patient qui est réactif, qui est le support du service et qui va être bénéficiaire d'un résultat en termes de plus de santé. Deuxième spécificité, donc ça, il faut que ce soit bien intégré dans le transfert. Deuxième spécificité, ça concerne les professionnels. Bon, il y a eu plusieurs professionnels, on a eu des directeurs d'hôpitaux qui avaient des parcours majestueux. Le professionnel de santé, c'est quelqu'un qui fait, qui est quelqu'un qui est sur le terrain. Le chirurgien fait l'incision, l'IBOD qui prépare le bloc fait aussi son travail. Elle est là au service du patient. Et puis c'est aussi quelqu'un qui réfléchit à la stratégie thérapeutique. Dans le monde industriel, ceux qui font ont peu d'accès à la stratégie. Donc ça donne une énorme différence dans la façon de fonctionner. Voilà.
Et la troisième différence, c'est qu'on va faire tout ce que l'on peut en termes de méthode pour améliorer, on va dire rationaliser, faire des plus sur les processus qui vont faire que l'acte hospitalier ou l'acte médical va se faire dans les meilleures conditions. Voilà. Marion Berlioz, vous présidez la FAV, je l'ai dit, depuis 2 années sur le plan national, hein, si je suis bien informé. Donc Jean-Pierre Grand-Hay, je l'ai dit, est un éminent représentant ici dans l'Est. Quelles sont les missions de cette association et qui la compose finalement? Alors, en effet, Jean-Pierre en fait partie. Jean est également membre de notre association, donc Association française pour l'analyse de la valeur, association qui a été créée en 1978, donc déjà une histoire, un passé. Les principales missions de notre association sont de promouvoir la démarche. Jean-Pierre vient d'en parler. Hein. On voit une démarche qui est rigoureuse, qui est structurée, qui est outillée, qui est organisée. Et qui, on le voit aujourd'hui à travers de la crise qu'on vient de traverser, qui prend encore plus de sens puisqu'elle interroge sur le vrai sens qu'on donne au projet qu'on veut mener, le à quoi ça sert. Trouver les meilleures réponses aux questions du à quoi ça sert une fois qu'elles sont bien formulées. Notre association fait partie d'un réseau européen, Value for Europe, qui regroupe une dizaine de pays. Et notre association est composée d'adhérents, représentants de grands groupes français, représentants d'universitaires, représentants d'étudiants. On a un certain nombre d'étudiants, de consultants également. Des personnes physiques et morales, c'est ça? Absolument, des personnes physiques et morales. Issues de tout secteur? Issues de tout secteur. Donc on a l'aéronautique, on a le nucléaire, on a le domaine de la défense, on a le domaine du ferroviaire, le bâtiment, les infrastructures et la santé, bien entendu. Comment vous travaillez au sein de ce réseau? Quelles sont les problématiques que vous traitez de manière un peu précise? Comment les thèmes sont-ils choisis? C'est un peu à la carte? C'est comment ça marche tout ça? Alors, nous sommes des bénévoles. Chacun d'entre nous œuvre à hauteur de ses moyens, de ses disponibilités, de ses compétences, de ses possibilités. C'est une vie associative. Au sein de cette association, on a donc un bureau qui donne un petit peu le tempo, qui pilote un petit peu notre association. On a un conseil d'administration qui oriente et qui valide les choix qui sont proposés par le bureau et par les adhérents. Comme on l'a dit, des missions de garantir l'état de l'art, de promouvoir, faire des conférences, participer à des séminaires, un petit peu comme on peut le faire aujourd'hui. On a un comité rédactionnel aussi qui valide un petit peu des thématiques, des papiers qui peuvent être publiés sur le sujet, dont Jean-Pierre est le pilote de ce groupe de travail. Et puis d'autres groupes de travail, plus spécifiquement par exemple sur des secteurs industriels. Comment est-ce que les industriels déploient cette démarche-là? Quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils échangent un petit peu les uns avec les autres. On a également un laboratoire méthodologique qui cherche à faire évoluer cette démarche. On accompagne un doctorant qui travaille sur une thématique un petit peu particulière. On essaye aussi de prendre lien avec d'autres démarches du même style, le Lean par exemple, et c'est pour ça qu'on est chaleureusement invité aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les complémentarités des démarches les unes avec les autres et comment on s'insère les uns avec les autres. On a également un groupe de travail lié aux collectivités locales, départementales. Comment est-ce qu'on pourrait porter notre démarche à des fins plus stratégiques, plus transversales. Donc voilà, on est organisé donc par groupe de travail qui se réunissent indépendamment les uns des autres. Et puis, une fois par mois, on se réunit tous ensemble au cours d'une réunion adhérent où on partage un petit peu nos informations. Donc et je retiens expérience, réflexion, recherche, tout ça donnant le meilleur état de l'art. C'est cette notion-là qu'il faut conserver. Le secteur de la santé, vous le dites, madame, est représenté dans votre réseau. Il y a qui en est membre, puisqu'on est au cœur de ce sujet aujourd'hui. Vous recrutez ? Alors, bien sûr, on recrute. On cherche en permanence de nouveaux adhérents. Donc, le secteur de la santé, il est particulièrement bien représenté aujourd'hui avec Jean-Pierre et Jean. On a aussi Julien Husson qui participe régulièrement. Et on cherche de nouveaux adhérents. Donc, on cherche à faire adhérer un maximum de personnes à nos démarches, à notre
philosophie, un petit peu, modalité de raisonnement. Ces nouvelles adhésions passent par un partage de retours d'expérience, de résultats qu'on peut obtenir sur des projets, les bénéfices les plus probants qu'on peut avoir. Principalement, voilà. Nous parce qu'on va progresser ensemble. On va progresser ensemble, on va avoir des réflexions communes sur des sujets d'actualité qui peuvent être apportés par des adhérents. Et puis également tout un panel de certifications qui font un petit peu la Lorraine et le Grand Est sont bien représentés à la fin. Voilà, très bien, merci. Vous ne pouviez pas dire autre chose, Madame Jean-Renaud. On va peut-être rappeler rapidement ce que représente l'ADMR en France et au niveau régional ici en Lorraine et dans le Grand Est. Est-ce qu'on peut dire que c'est le réseau de référence en matière de service à la personne, c'est ça ? Oui, on va dire c'est le premier maintenant. Je pense que par son nombre, bien sûr, de salariés, on approche les 94 000 pour ne pas dire les 100 000. On est quand même sur 720 000 clients, donc je reviendrai sur la terminologie de client qui maintenant va évoluer. On est sur 2700 associations au niveau national et on est représenté sur à peu près 87 départements. Donc là, on va dire, c'est quelque chose qui date donc de 1945, c'est ce qu'on appellera l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural. À l'origine, bien sûr, c'était d'avoir une proximité, je veux dire, des gens qui, je veux dire, étaient âgés, on était dans le village, on était sur quelque chose de très... On ne peut pas dire associatif, mais on était dans l'entraide, donc je veux dire... C'était informel. C'était plutôt informel. Voilà. Et structuré mais informel. Tout à fait, voilà. Et ça a donné naissance, je veux dire, à des gens qui se sont trouvés de plus en plus bénévoles, engagés, de plus en plus, je veux dire, à vouloir structurer, mailler un peu ce réseau-là, qui va devenir un réseau qui, aujourd'hui, on va dire, est devenu maintenant quelque chose de professionnels, puisque nous avons affaire maintenant à des bénévoles qui sont quand même des bénévoles responsables, des bénévoles employeurs, j'y tiens, parce que tout simplement, cette personne, j'y reviendrai sur le triangle d'or, donc c'est des gens qui engagent leurs responsabilités, comme la mienne, au civil et au pénal. Je crois que c'est important. Et donc, à partir de là, au niveau national, on a une association qui est très, très active, qui est présidée par Marie-Josée Daguin, donc qui est quelqu'un qui est quand même en contact, comme d'autres associations nationales, mais avec le gouvernement, ça c'est important, qui fait remonter ce que l'on retrouve bien sûr sur le terrain. Et en ce moment, on peut dire qu'avec l'avenant 43, entre autres, on va dire aujourd'hui, c'est bien qu'on ait des relais forts auprès de Mme Bourguignon, entre autres. Au niveau des départementales, on va dire c'est une association qui a à peu près 67 ans d'âge. On a eu des présidents successifs. On va dire qu'aujourd'hui, on est sur 30... on a à peu près 36 associations. On couvre un certain nombre de secteurs, à savoir bien sûr l'aide à domicile, ce qui est, on va dire, c'est le métier de base, le métier d'origine. Les services de soins infirmiers à domicile, bon, c'est comme mon cas. On a bien sûr maintenant dans la petite enfance, le périscolaire, et puis dans le département, on a un accueil de jour dont je préside dans le cadre du CIAD, qui est donc... alors à partir de là, on est à peu près sur 1 200 000 heures d'intervention à domicile, qui est quand même assez important. On va dire qu'aujourd'hui, cette fédération-là, elle est très active, bien sûr, par ce réseau associatif, mais aussi par le personnel fédéral, je veux dire, qui accompagne, qui aide les associations, qui est fédérée par Jean-Marc Lucien, qui est directeur fédéral. Alors, Monsieur Renaud, vous mettez souvent en avant, je vous ai lu, dans le réseau ADMR, votre méthode d'intervention, qui est qualifiée d'unique, basée sur l'implication forte des 3 acteurs. Vous parlez de triangle, triangle d'or, même dans une relation d'échange qui favorise le respect dans le respect de chacun, évidemment, la création de liens sociaux. Je vous cite d'une certaine manière, le bénévole, le professionnel salarié, et bien sûr la personne aidée, l'usager, le client, comme vous l'avez évoqué. Alors est-ce que vous pouvez nous expliciter ce principe d'organisation et bien sûr l'efficience qui en découle là? Voilà. Donc ça repose sur le triangle d'or, donc on ne va pas refaire l'histoire, mais ça repose, c'est-à-dire au départ sur le bénévole qui va devenir responsable. On va dire c'est le pilier qui, par son service de proximité, va créer des emplois. Donc ça veut dire que grâce à ce bénévolat, grâce à cet engagement, je veux dire totalement engagé, ça va permettre à un moment donné de faire émerger des besoins qui vont se transformer en emploi. Je dis ça parce que c'est très important, parce qu'il y a des gens qui arrivent comme salariés et on leur signale un petit peu qu'il y a une charte du bénévole.
pour dire qu'aujourd'hui, les emplois qui sont créés, c'est grâce à ce tissu associatif, ce réseau associatif. Donc on va dire que le premier acteur qui va être engagé complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, juridiquement et autres, lui va faire émerger des besoins, qui va faire émerger bien sûr un deuxième acteur qu'on appellera donc le professionnel, qui a vu alors là évoluer, je veux dire, ses missions, son métier, de l'aide à domicile, on va bien en passant par l'aide-soignante dans certains cas, bien sûr dans le périscolaire et autres, et qui va encore évoluer, j'y reviendrai tout à l'heure, sur bien sûr l'avenant 43, toutes mes excuses, ça veut dire qu'il y a un apport salarial, mais il y aura une contrepartie qu'il ne faudra pas négliger, qui va faire évoluer. Donc on va dire le deuxième acteur, bien sûr, c'est le professionnel. Et là-dessus, c'est créé, bien sûr, cette fédération-là, où les associations se sont fédérées pour avoir des genres de pots communs sur des pratiques, sur des utilisations juridiques, administratives et autres. Et c'est important. Puis le troisième acteur, bien sûr, c'est la personne, il ne faut pas l'oublier, mais je ne voudrais pas le dire en dernier, mais c'est quand même bien sûr l'acteur, c'est le client. Alors pour l'instant, c'est un client qui a, entre guillemets, achète directement ou indirectement, tout va dépendre de la prise en charge par les caisses de retraite et autres, mais il y a le client qui, lui, quelque part, reçoit des services. Mais on va voir que ce client-là, c'est vers quoi aussi, moi, je veux le faire évoluer dans mes travaux de recherche, on va dire plutôt c'est un utilisateur, ça ne va plus être un client, c'est un peu comme la SNCF, on n'achète pas que des services, il va aussi être partie prenante, il va falloir qu'il s'intègre de plus en plus, bien sûr, ce client-là, mais aussi avec une autre personne qui va devenir un pilier, ce qu'on appellera l'aidant, qui va devenir proche aidant, et qui là va faire bien sûr un couple. Donc on voit bien que ce tripôle, ce triangle d'or, il est important, il faut surtout toujours avoir à l'esprit le bénévole, le professionnel. Voilà, c'est pas chacun dans son coin. Alors, Monsieur Renaud, quelles innovations, quelles adaptations avez-vous mis en place pour répondre à cette période dont nous espérons sortir maintenant le plus rapidement possible? Ouais, alors, vous avez vécu cette... voilà, donc pour la faire très court, sûr, donc en fait, j'ai un service de soins infirmiers à domicile, 62 lits à domicile sur un tiers d'une circonscription, donc avec 16 aides-soignantes, 2 infirmières. Et bien sûr, je suis aussi président d'un accueil de jour, où là, je suis en structure. Donc, en fait, j'ai du personnel à la fois sur le domicile, qui est une mission des formations, et bien sûr, sur l'accueil de jour. Alors, ça va être très simple, pour la faire très court. Si on se rappelle un petit peu ce qui s'est passé au mois de mars, il y avait des discussions au niveau du ministère en disant qu'il fallait se préparer du confinement. Et donc, en 24 heures, il fallait annoncer au personnel, on ferme l'accueil de jour. Donc, ça veut dire j'ai une ergothérapeute, j'ai une infirmière, j'ai une ASG, une aide en soins gérontologiques. Et puis, bien sûr, j'ai le service de soins infirmiers à domicile. Pour l'accueil de jour, l'ergo, on va dire, rester à domicile. Donc, il fallait se réorganiser, je reviendrai. Et puis, sur les personnes qui allaient à domicile, eh bien, vous allez continuer à aller à domicile. D'accord, avec, bien sûr, ce Covid, avec une interdiction, une non-autorisation de ne pas utiliser des masques. Ce qui était un con, parce que nous avions des masques. Donc nous avions des masques en quantité, mais on voulait, c'est normal, respecter bien sûr les ordres de l'ARS et autres. Donc à partir de là, j'étais face à un dilemme, puisque j'avais une personne qui avait des problèmes de santé qui me demandait le masque, alors que quelque part, donc sans vouloir me mettre en porte-à-faux, bien sûr avec mon financeur, donc moi en tant que employeur, responsable pénalement et civilement, de protection de mes employés, moi j'ai autorisé qu'on utilise le masque. Ça a été très vite, je crois que dans les 24 heures, c'est remonté au niveau de la fédération. Je pense que là-dessus, il y a une prise en compte. Donc si on avait des masques, pour les personnes qui le demandaient, eh bien on pouvait... Je crois que ça a eu un choc. Voilà. Donc ça, on va dire, le personnel, bien sûr, à la domicile, alors il faut remettre aussi dans le contexte, il y a aussi la peur au ventre. C'était pas évident. Donc l'infirmière, j'en ai une, je l'ai mis en télétravail, mais de temps en temps elle vient en présentiel. Les 2 autres personnels, l'infirmière a souhaité être en présentiel pour ne pas laisser tomber bien sûr les aides à domicile. On était plus dans l'accompagnement de l'aide à domicile que directement la personne. Quels sont les outils, les méthodes ou les procédures qui vous ont sérieusement aidé à faire face à cette situation qui est quand même très ambivalente finalement? Voilà. Là, il faut être clair. L'ARS, je veux dire, les circulaires de l'ARS du ministère, je veux dire, a mis tout de suite en place des protocoles.
je veux dire, sanitaires, en disant exactement ce qu'il fallait faire au niveau des protocoles, les protections, dans les surblouses, bien sûr les surchaussures, bien sûr les gants, etc. Donc tout ça s'est mis assez rapidement. Et la fédération qui a fait un travail énorme, ils ont mis en point une cellule alerte, donc qui était en lien direct avec la sous-préfecture, préfecture. Donc c'est-à-dire toutes les semaines, il y avait un point visio pour savoir dans chaque association les problèmes qu'on rencontrait, comment y remédier. On va dire que très rapidement, je veux dire, sous la houlette de la présidente, mais aussi du directeur général, de Jean-Marc Lucien, eh bien, on va dire que personne n'a été oublié. Je crois qu'il y a eu une réactivité de proximité, une réactivité due au réseau en lui-même. Alors, à partir de là, on a quand même constaté, je reviendrai un petit peu, au-delà de bien sûr tous les protocoles qui ont été mis en place, et là-dessus tout ça a été fait sérieusement, on voit bien qu'on a eu affaire à un glissement de personnes, c'est-à-dire que les personnes étaient quand même assez esselées. Donc on a eu quand même autant de décès en 3 mois que sur toute l'année. Donc on voit bien, pas du Covid, les gens sont, mais je veux dire, il ne fallait pas oublier qu'on a de plus en plus des personnes très âgées, voire des centenaires, et ce qui fait que vous avez une aide-soignante qui passe qu'une fois, et dans des conditions sur blouse, les gants avec le masque, vous imaginez le choc psychologique que ça peut être. Rapidement au niveau de l'accueil de jour, réactivité totale. Donc là, je pense que là-dessus, d'être aussi, je veux dire, dans d'autres associations comme la FAV et autres, permis tout de suite de réagir très vite pour que, tout simplement, l'ergothérapeute, elle était à la maison, mais elle faisait du phonie régulièrement aux personnes. Et bien sûr, avec l'ASG, elle allait à domicile pour faire des stimulations ponctuelles, pour nous surtout accompagner les dents, mais bien sûr, l'aider, bien sûr, à faire un minimum de stimulation pour ne pas les laisser tomber. Là, il y a une organisation qui nous a permis aujourd'hui, parce que le confinement était quand même violent, vous fermez pendant 3 mois, vous passez quand même de moyenne entre 10 et 12 par jour, et là on vous ferme carrément là. Et donc pour ouvrir, c'était pas si facile que ça, il fallait être sûr des conditions sanitaires, je prenais mes responsabilités, tant que j'étais pas ouvert. Et quand on ouvre, juste pour terminer, on se remet un petit peu à reprendre des gens, et on reconfine. Et là on est sorti du 2e confinement. Donc on va dire que là aussi, on a eu affaire à du glissement de personnes qui étaient en accueil jour, qui sont décédées, qui sont parties. Alors au-delà des systèmes qualité que vous déployez, je sais que vous êtes très, très centré là-dessus et c'est logique. Comment utiliser les outils du management par la valeur au sein de structures comme les vôtres? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est souhaitable? On peut prendre quelques secondes là-dessus? Oui. Alors si je prends déjà la construction de l'accueil de jour, je veux dire, c'est assez facile pour moi, puisque j'étais partie prenante dans tout ce qu'analyse de la valeur, on avait discuté avec. Là, on va dire, j'ai mis en. Alors, ça m'était assez facile quand j'étais encore enseignant avec les étudiants et autres. Et donc, on a mis en place, bien sûr, tous ces outils, le cahier des charges fonctionnelles, l'analyse fonctionnelle, c'est-à-dire des fonctions utiles, des fonctions non utiles, tout ce qui est déperdition, enfin, tout ce qui, on va dire, tout ce qui n'amène pas une véritable valeur à ajouter. Donc, l'accueil de jour, il a été pensé, réfléchi. Puis, comme ça a duré, pour le construire, ça a duré 8 ans, donc vous pensez bien, ça a été réfléchi. En plus, j'ai eu la chance, à partir d'un concours d'architecte, de prendre un jeune cabinet d'architecte que je trouvais qu'ils avaient des valeurs qu'on partageait. Et du coup, ça a permis de faire un accueil de jour, je veux dire, par exemple, avec un toit autoportant, par exemple, avec des pièces, mais un minimum. Et ce qui fait que quand on a été confiné, eh bien, j'ai pu voir qu'après, avec mes tableaux de bord financiers, de fonctionnement et autres, que finalement, des dépenses, certes, j'en avais, mais c'était minimisé, puisque finalement, ça a tellement, entre guillemets, été pensé. Donc, du coup, j'avais des dépenses, mais où je ne pouvais pas descendre en dessous. Donc ça, c'est la première partie. Alors là, pour la deuxième, au niveau, bien sûr, du fonctionnement, management, bien sûr, par projet, on n'est plus sur le produit en lui-même, on est sur le système. Moi, mon mot, c'est... On s'engage, vous venez pas au travail, c'est votre outil de travail, c'est-à-dire on est dans l'engagement. Il faut montrer qu'il y a une vision, montrer que je suis toujours en mouvement et montrer qu'on ne va pas chercher des objectifs, mais des objectifs résultats. Qu'est-ce qu'on veut faire comme résultat? Comment on va vous le mesurer? Quand on me demande, par exemple, de faire une sortie, j'ai dit, OK, on se met en mode projet, ça va coûter combien, vous voulez faire quoi, ça va avoir quoi comme retombée, etc. Sacré équilibre à trouver. C'est tout le temps. Oui, c'est tout un équilibre, puis toujours être compris, continuellement compris. Et quand vous avez un nouveau personnel, vous êtes obligé de remettre, mais il ne faut pas lâcher, mais le résultat, il est là,
puisque maintenant on est quand même reconnu au niveau, bien sûr, de l'ARS départemental, et puis comme j'ai d'autres projets aussi au niveau national, c'est-à-dire que dans le mouvement, montrer l'exemple, et puis aussi l'engagement de dire c'est votre outil et vous êtes au service des personnes, bien sûr, les plus fragilisées. Et celle-là m'intéresse parce que je m'intéresse beaucoup aux personnes qui ont des troubles neurodégénératifs majeurs ou mineurs qui aujourd'hui arrivent avec force, avec bien sûr le vieillissement. Merci pour toutes ces explications. On vous sent engagé et presque en terre de mission. Voilà. Jean-Pierre Grandet, une réaction sur ce témoignage rapidement. Des gens avec qui on partage beaucoup de choses. C'est vrai qu'il est très engagé sur le terrain, c'est important. Deuxième chose, bon, c'est un universitaire qui a fait un parcours exemplaire, Jean. Et donc, son engagement est aussi un engagement dans la recherche. Bon, il l'a dit, mais comme ça, très rapidement. À la fois, ce projet était un projet qui a été porté au Canada, au Maroc, voilà, pour le discuter, le prendre en main, quoi. Donc, non seulement il utilise des démarches intéressantes, et en plus, je dirais, il confronte son projet à des contextes très différents, très exotiques. Pour le rendre efficient, tout simplement. Omar Bentar, on va bavarder un peu. Quel regard vous portez sur cette longue période Covid-19 d'une manière assez générale, au regard évidemment de votre expertise? Cette crise, elle a remis en question nos certitudes, nos modes de pensée traditionnels sur le plan sociétal, économique et managérial. Et elle nous pousse en tant qu'individus, mais aussi de manière collective à concevoir, créer de nouvelles approches, de nouveaux outils, de nouvelles pratiques pour ce monde qu'on va retrouver, qui sera le monde presque normal. Et un autre élément important de cette crise, c'est le fait de remettre la santé au cœur de notre système, parce qu'on parle beaucoup d'autres industries et moins du secteur de la santé. Là, la santé retrouve sa place qu'elle mérite, et on voit aussi des investissements importants sur le plan technologique, financier, humain, en termes de compétences, qu'on ne voyait pas auparavant. On ne nous parle plus de restrictions budgétaires, on ne nous parle plus d'austérité, les politiques où le financier n'a plus ce discours-là. Et c'est très bien pour ce secteur-là, dans le sens où il y a eu des retards qui ont été accumulés, qui vont être comblés par rapport à la performance, non seulement dans le domaine médical, mais aussi dans le domaine du management de la chaîne logistique, du management de projet, de la qualité, des systèmes d'information, etc. Alors, Monsieur Bentar, au risque d'être un peu provocateur, mais c'est pour sourire, ça fait toujours du bien. Reconnaissons qu'on n'a jamais autant parlé de logistique que depuis ces 15 derniers mois. Les masques, les respirateurs, les transferts de malades, les vaccins, j'en oublie certainement. Alors, vous avez un excellent terrain d'investigation, évidemment, vous, l'universitaire. Quelles sont vos analyses sur ces points ? Très sérieux. Avec mon collègue Smaïl Benzilia, depuis plusieurs années, on était conscient et convaincu de l'intérêt stratégique de la logistique pour le secteur de la santé. Et par rapport à ça, nous avons, dès 2018, coordonné un ouvrage collectif avec des collègues français, canadiens et suisses sur la supply chain de la santé, qu'on avait publié en 2019 aux éditions Management et Société. Et cet ouvrage, il est composé de 3 axes principaux. Le premier axe, c'est celui du management efficient et agile des flux. Si on fait référence à la crise, ça serait comment gérer de manière efficace le transport du patient entre différents hôpitaux, entre différentes régions, comment aussi synchroniser l'information entre les acteurs de la santé. On avait aussi un deuxième axe, celui de l'impact des technologies de l'information sur le management de la chaîne logistique. Et si on le positionne aujourd'hui en relation avec la Covid, ça serait comment mieux tracer, mieux sécuriser les vaccins, mieux sécuriser la chaîne de soins via des technologies comme la RFID, le Kanban, les codes à barres, la blockchain. Et enfin, on avait un dernier axe, c'était sur la refondation de la conception de la performance logistique dans le système de santé. Et il y avait cette vision qui va au-delà de l'aspect économique,
en intégrant des aspects sécuritaires, des approches environnementales et des approches sociétales, par exemple l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant et des fonctions support. Et cette vision, elle est en concordance avec la crise actuelle, celle de la Covid, qui remet en fait le curseur vers des objectifs globaux et non vers un objectif exclusif, celui de l'économique. Alors vous avez anticipé les choses finalement, la vision est là, c'est votre rôle, mais c'est impressionnant de savoir que finalement vous aviez vu les choses, on a vécu ce qu'on a vécu. Oui. Quelles leçons on va tirer? Pour les leçons à tirer de cette crise, c'est... Je reste bien sûr sur les notions de valeur, de rationalisation, enfin tout ce qu'on évoque, bien sûr. Tout à fait. À mon avis, il y avait un curseur qui était marqué vers l'économique, réduire les coûts dans le système de santé. Pourquoi pas? Il y a un retard de ce secteur par rapport aux autres industries. Mais il ne fallait pas se concentrer seulement sur l'économique, il fallait aussi d'autres approches sociétales, environnementales et également d'un point de vue revalorisation des métiers, la marque employeur des hôpitaux. Donc ces différents éléments-là, ils étaient très peu explorés et mis en évidence. Et donc cette crise-là permet de pousser vers ces différentes thématiques. Et ce qui est important également, c'est que d'un point de vue digitalisation, il y avait un retard en matière de technologie au sein de l'hôpital par rapport à d'autres secteurs comme le secteur de la grande distribution. Et donc là, on observe l'importance des systèmes d'information et l'alignement stratégique des systèmes d'information pour pouvoir permettre la collaboration au sein de la chaîne logistique entre les fournisseurs et les clients, entre le public et le privé. Et donc, à mon avis, c'est surtout la digitalisation, la revalorisation des métiers, et je rajouterai le facteur humain et l'innovation managériale et organisationnelle au sein du système de santé qu'il faut entreprendre. On a parlé de pénurie des médicaments ce matin avec Madame Colin-Osterlé. Vous avez sans doute entendu son témoignage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en région nationale et plus largement en Europe pour améliorer, justement, optimiser ces systèmes au regard de ce que vous nous dites à l'instant, de ces leçons à tirer? Quelles sont les marges de manœuvre qu'on a pour agir? Et je vous laisserai, Madame Berlioz, répondre aussi, évidemment. Par rapport à l'intervention de Madame Nathalie Colin-Osterlé, dans la continuité, je dirais qu'il faudrait une indépendance stratégique de la France en matière de santé. Il ne faudrait pas dépendre d'autres pays hors Europe. Et surtout, il faudrait créer des clusters pour la recherche et développement, pour l'innovation. Or, on va plus vers des systèmes intégrés. Donc on est finalement un peu à contre-courant. Oui, il faut aller vers des systèmes intégrés, mais surtout avoir sur le territoire français des clusters pour l'innovation et des clusters et des champions. Dans le secteur pharmaceutique. On n'avait pas de champions dans ce secteur pharmaceutique français. C'est dommage. C'était surtout des laboratoires autres que les laboratoires français. Et il faudrait aussi un positionnement politique, un positionnement diplomatique aussi pour peser aussi sur les producteurs de vaccins. Je rajouterai une dernière idée. Dès les années 60, J. Wright Forrester avait identifié l'effet bullwhip, le bullwhip effect. C'est quoi le bullwhip effect? C'est lorsqu'il y a une demande minime qui augmente au niveau de la consommation, ça génère une demande importante tout au long de la chaîne logistique et surtout au niveau de la production. Cela génère un goulet d'étranglement qui ne permet pas de satisfaire la demande, le consommateur, l'hôpital, le patient. Et donc,
le secteur de la distribution a trouvé des solutions face à ce bullwhip effect, dans le sens où ils ont installé des Retail Resource Planning, c'est-à-dire des ERP qui permettent d'intégrer la chaîne logistique et de s'adapter rapidement au changement de la demande. On parle aussi de flowcasting. Et donc, ça serait intéressant de s'inspirer de l'expérience des logisticiens dans le secteur de la distribution, le transposer bien sûr au secteur de la santé en y apportant des adaptations. Et dans ce sens-là, on aura une logistique performante qui permet de mieux satisfaire le client qui est le patient dans le cadre du secteur de la santé. Marion Berlioz, votre point de vue sur cet élément? Alors, bon, je partage en grande partie ce que Omar vient de dire. Par rapport aux propositions que Madame la députée a pu faire et dont elle a parlé ce matin. Moi, j'en retiens deux particulièrement, enfin, qui sonnent un petit peu comme des exemples. Son idée de créer des associations à but non lucratif pour produire les médicaments et les produits qui sont non rentables. Ben voilà, on a un autre aspect que le pur aspect économique. Le fait de considérer des critères relatifs, par exemple, aux critères des approvisionnements qui doivent être tout aussi importants que ce pur critère économique, ça aussi, c'est aussi... Ben voilà, on sort de cette... orientation financière en permanence. Le proverbe africain qu'elle a cité, qui résonne particulièrement, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ben voilà, générons de l'intelligence collective, travaillons ensemble. Avec tout l'aspect valorisation, reconnaissance des métiers qui passent par d'autres biais que le biais financier. Je pense que c'est des points qui peuvent nous faire progresser. Monsieur Renaud, je reviens vers vous un instant. Il y avait un point complémentaire qui vous intéresse directement. On en avait parlé en préparant cette séquence. Il concerne le vieillissement de la population. On aura de plus en plus de personnes à prendre en charge dans les années qui viennent. Pensons à nous tous, n'est-ce pas? Toutes les projections le démontrent et avec des échéances qui se rapprochent très fortement. 2030, vous avez des chiffres d'ailleurs à ce sujet. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui me tient, qui nous tient aussi à cœur, puisqu'elle va arriver, bien sûr, dans le grand âge. Ça nous concerne tous. Les fameux seniors boomers qui vont commencer... En tout cas, il faut souhaiter que ça nous concerne tous. Voilà. Je vais le dire comme ça. Voilà. Tout à fait. Donc on va dire que cette génération, alors en fait, il y a deux générations de boomers, les années 45-55 et 55-70 jusqu'au premier choc pétrolier. C'est-à-dire que, pour avoir une petite idée, on va dire, ces 20 années représentaient 40% de la population active. Donc ça, on va dire que cette population-là, cette génération-là, ils ont pris un tiers de vie supplémentaire, 25 ans à peu près. Donc on va dire que cette génération-là, qui est née sans la télé, termine maintenant complètement connectée, si je veux prendre mon cas. On va dire qu'aujourd'hui, elle va arriver bien sûr dans le grand âge, on va dire à peu près, on va passer de 4 millions, on va dire de 75-85 dans les 10 ans qui vont venir, donc il ne reste plus que 9 ans, à peu près à 6 millions. Ça veut dire qu'en 2050, on aura 12 millions. Ça veut dire que ça va être quelque chose d'assez exponentiel. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur? Non, simplement, il faut se préparer. Je crois qu'aujourd'hui, il y a maintenant des alertes. Il y a Guillaume Getsch, entre autres, il y a le rapport Broussy, mais je pense que le gouvernement vous savez qu'on a souvent des alertes, mais que voilà. Oui, mais derrière, là, ça embraye pas. Là, l'alerte, ça veut dire que je pense que maintenant, il y a des signaux forts. Il y a là, en attente, il y a le Ségur, on y reviendra, mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le loi grand âge, qui traîne un peu parce qu'elle a un coût, un coût abyssal au niveau milliard. Donc, on voit bien qu'il va falloir se préparer à accompagner, je veux dire, ces personnes. Si on voulait les prendre en EHPAD comme à l'heure actuelle, il faudrait créer 1000 EHPAD. Aucun intérêt, alors qu'aujourd'hui, on fait des EHPAD hors des murs, et puis aujourd'hui, il faut rénover les EHPAD, c'est-à-dire faire cette rénovation tous les 20 ans. 75, on crée les hospices, 95, on crée les EHPAD, donc là, maintenant, il n'y a pas d'échappatoire, il va falloir faire des EHPAD hors les murs, les repenser. Donc, ça veut dire qu'il reste, et là-dessus, je m'inscris complètement dans ce métier-là, le domicile. Donc, il va falloir repenser le domicile du futur, que j'appelle moi 4.0. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réinventer ou innover, imaginer un nouveau chez-soi. Mais chez soi, pas uniquement une personne chez soi. Ça veut dire préparer tout l'environnement, soignant et non soignant, etc. Donc on voit bien, arrive ici et là, bien sûr, des innovations, des villages, ce qu'on appelle l'habitat partagé, l'habitat inclusif, etc. Donc aujourd'hui, il va falloir trouver quelque chose qui soit le juste et nécessaire au juste prix, parce que tout le monde n'aura pas aussi les moyens. Donc il va falloir, pendant ces 9 ans qui arrivent, repenser. Alors une chose aussi, pour terminer, qui moi m'a un petit peu interpellé, c'est les chiffres qui parlent. On est quand même, c'est l'année Covid, l'année 2020, c'est là où on a fait le moins de bébés possible. On arrive exactement à
736 000 naissances, le plus bas depuis 1945. Alors, est-ce qu'il faut s'en affoler? Non, on fait encore partie du pays qui font encore le plus de bébés, donc ça va bien, mais on baisse depuis 3-4 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le solde positif entre les naissances et bien sûr les décès, et là on arrive à 82 000, c'est-à-dire le plus bas possible. Là, on se dit quelque chose, il va falloir peut-être repenser. Repenser comment vieillir. Ça veut dire, est-ce que demain on va dire aux gens, maintenant, comme ça a été mon cas, bah, c'est fini, il faut partir en retraite, votre carrière ça termine là, mais peut-être repenser des continuités de vie, 3e âge, 4e âge, continue de vie tout simplement. Tout simplement, mais de manière différente. Je reviens à vous, Monsieur Bentard. On parle de transposition, de management de la valeur dans le secteur de la santé. Quelles sont les clés de réussite finalement pour cette transposition? Il y a un élément, vous êtes enseignant, chercheur. Comment on évoque ça dans les formations? Est-ce que les formations sont adaptées, ajustées aujourd'hui? J'imagine que oui, mais est-ce qu'on peut en parler? Oui, en fait, au niveau de l'IAE de Metz, on a, je pourrais dire, 3 types de savoir. Il y a les approches théoriques et critiques, donc ça permet d'avoir ce manager réflexif. On a les approches ou les formations certifiantes, analyse de la valeur, APIX, Supply Chain Professional, le Green Belt pour la qualité. On a aussi le Project Management professionnel par rapport à la certification en management de projet. Et ces différentes formations certifiantes constituent un atout considérable pour nos étudiants lorsqu'ils se retrouvent sur le marché de travail. En plus de cela, on utilise aussi des cas réels, puisqu'on est enseignant-chercheur, mais aussi on est en immersion sur le terrain, on étudie des cas réels, par exemple, si on se situe sur le territoire lorrain, à l'hôpital de Mercy, on avait étudié par exemple les AGV, ces véhicules autoguidés qui transportent les médicaments, les déchets, les repas et le linge. Donc ça permet une optimisation de la chaîne logistique à travers une digitalisation, une automatisation. Ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail des agents logistiques. Et ça permet aussi de mieux de réduire l'empreinte écologique et surtout de dégager le personnel soignant des tâches logistiques pour pouvoir se concentrer sur leur corps de métier. Donc voilà, voici un cas réel, par exemple, qu'on pourrait présenter à nos étudiants et qui est bénéfique dans le sens où on allie théorie et pratique. C'était le sens de ma question. Jean-Pierre Grandet, vous pouvez peut-être compléter aussi. Vous vouliez rajouter que pardon. Ouais, je voulais rajouter. C'est vrai que le chrono tourne. Ouais, alors, je voulais rajouter pardon, juste. Je ne veux pas vous maltraiter. Non. Pas ici. Je voulais rajouter que voilà, c'est un mix de compétences qui est important au sein de l'IAE, cas pratique, certification et savoir théorique, et qu'au niveau de l'IAE, il y a le directeur de l'IAE, Julien Husson, qui appuie cette orientation vers ce mix. Vers la certification, parce que voilà, c'est une compétence distinctive pour nos étudiants. Et l'ensemble des équipes, voilà, ils allient ces 3 approches pédagogiques. Merci. Jean-Pierre Grandet, un complément. Vous êtes dans la formation depuis tout petit, finalement. C'est une manière aussi d'aider à cette transposition petit à petit, avec méthode, avec pertinence. J'irai dans le sens de ce que vient de nous dire Omar. C'est vrai que dans la formation, il faut être connecté à la recherche pour avoir une vision sur le long terme, sur un contexte qui bouge. Jean l'a bien exprimé. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, dans la formation, on a la chance, c'est qu'on a des jeunes professionnels qui viennent dans la formation, des moins jeunes aussi. Il y a une mixité aussi, une mixité des métiers. Ensuite, dans le secteur de la santé, le MOS, bon, c'est vrai que j'ai eu la chance d'intervenir dans le MOS, ici et même ailleurs. Et donc, dans le MOS, on a cette mixité qui est riche, avec des professionnels qui sont impliqués dans le terrain. C'est-à-dire, bon, je disais, c'est une des grandes spécificités qu'on a avec les professionnels de santé. Ils sont dans le terrain et ils ont une réflexion sur une stratégie. Voilà.
Donc ça, c'est intéressant. Madame Berlioz, on parle des jeunes, c'est très bien, ça s'appelle la formation initiale, mais il y a la formation tout au long de la vie. Absolument, une formation continue. On l'a vu dans les interventions précédentes, hein, toutes les organisations sont constituées d'humains, c'est des structures apprenantes. Il faut accompagner tous ces acteurs qui sont sur le terrain avec des nouvelles modalités de fonctionnement. On a eu beaucoup d'exemples, voilà, on a vous plein en avez d'exemples. cité. Le management par la valeur s'inscrit dans ces nouvelles modalités, alors nouvelles avec des guillemets, hein, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une nouveauté que le management par la valeur. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut se former différemment, comment est-ce qu'on peut se certifier différemment, comment est-ce qu'on peut travailler différemment sur la base de nouvelles démarches, avec toujours cette prise de recul liée à la démarche d'analyse de la valeur, du pourquoi je me forme, à quoi est-ce que ça va servir. C'est pas former pour former, c'est former pour être plus efficient par la suite. Il nous reste très peu de temps, trop peu, mais quand même je ne voudrais pas ne pas parler du Ségur de la santé. Monsieur Grandet, il apporte son lot d'évolutions possibles par des moyens financiers, différentes mesures. En quoi est-ce compatible avec vos approches? Qu'est-ce que vous en attendez finalement? Ségur de la santé, bon, c'était une grosse impulsion. Hein. Je veux dire, donc c'est toujours intéressant quand il y a impulsion. Après ça, pour construire une stratégie, piloter les projets. Bon, les deux premiers points qui étaient très financiers m'avaient un peu inquiété par rapport à nos démarches, en disant finalement on met des ressources, mais pour quel résultat? Parlons résultats, objectifs, enjeux et tout ça. Et puis finalement, il y a 10 autres points. Il faut lire le document. Voilà, et dans le document, quand on va plus loin, et si on clique sur les documents ou si on interagit avec des gens qui sont concernés, il y a des choses. Il y a des choses, et c'est vrai que pour aller vraiment dans le concret du concret, comme Jean l'a bien expliqué sur son terrain, la démarche de management par la valeur peut être une démarche intéressante parce qu'on a du sens, on a des fonctionnalités d'usage, et puis ensuite on a la troisième valeur qui est la valeur d'échange, c'est-à-dire on a des contreparties. Omar l'a bien dit, on a ouvert un peu les trappes des euros un peu plus facilement que par un temps. Donc on a un potentiel intéressant. Monsieur Renaud, quelle est votre analyse? Comment est-ce que vous voyez évoluer le système de santé au moment où de nombreux professionnels de santé continuent de faire entendre leur voix, parfois dans la rue encore, pour revendiquer une meilleure qualité de l'offre de santé? Voilà. Donc je vais reprendre et continuer. Allez. Je vais juste signaler un point. Vous êtes complémentaire. C'est pour ça qu'on vous a choisi. Il y a un point que je ne voudrais surtout pas oublier, puisque avec Jean-Pierre, on n'oublie pas quand même qu'on est enseignant. Nous, notre politique, à la fois à domicile ou en accueil de jour, c'est la politique des stagiaires. Donc nous, on fait la priorité stagiaire. Au niveau de l'emploi, à chaque fois qu'on peut, on embauche des jeunes. Et on est aussi sur une formation continue. On a doublé, j'ai quadruplé le budget de la formation. Ça veut dire que et là-dessus, c'est important d'avoir aussi des référents, je veux dire administratrices, puisqu'elles s'en occupent, donc Mme Renaud, qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement des stagiaires. C'est important. La formation des aides-soignantes, c'était la seule formation payante. Mon épouse me l'a signalé, alors que pour être médecin et autres. Donc, du coup, ça a beaucoup évolué, puisqu'aujourd'hui, maintenant, on a des formations, je veux dire, dans l'établissement scolaire, éducation nationale, comme a pensé à Vincent. Donc, ça, c'est important, le volet, je veux dire, bien sûr, stagiaire, formation. Alors, le Ségur, rapidement, puisque maintenant, on est dedans, on a reçu, bien sûr, le fameux avenant 43, c'est-à-dire que d'un côté, vous savez, on est dans une société, quoi qu'on dise, on est toujours dans du donnant-donnant. Vous savez, l'État va donner, mais l'État va demander en contrepartie. Et c'est pour ça que là, je vais être très court, très précis, puisque là, je vais avoir un travail à faire avec les aides-soignantes. Ça veut dire qu'il y aura bien sûr une revalorisation salariale qui est nécessaire, mais en contrepartie, ça va être une révolution. Ça veut dire qu'on ne va plus arriver à être embauché avec un diplôme, je suis aide-soignante, et tous les ans, je progresse tout doucement. Là, non, le diplôme, bien sûr, va être pris en compte, mais dans le second plan, on va mettre surtout en avant la formation, la compétence, la manière de prendre en charge les personnes, bien sûr, avec des pathologies très diverses, avec un vieillissement très divers. Donc, en fait, on va avoir affaire à des échelons, des degrés, etc., qui va permettre d'être évalué, la personne, tout au long de la scolarité, avec surtout un point fort, donc de formation. Donc, on va dire que tous ces outils de management, bien sûr, de mise en formation, d'échange collectif, de mise en commun d'expérience, de retour d'expérience, enfin, tout ce qui va faire le projet, le management par projet, le management tout court, va faire qu'aujourd'hui va s'ouvrir un véritable chantier, parce qu'il va falloir, pour terminer, préparer, et je le dis à mon personnel, préparer le domicile, les aides-soignants de domicile, d'aller vers les structures, mais aussi, parce que je viens de signer avant-hier une convention avec la maison de retraite qui est dans ma proximité,
bien sûr, le personnel de la maison de retraite pour aller vers le domiciliaire. Et donc, en ce moment, je suis en train de réfléchir, bien sûr, sur la filière, comment on va passer de l'un à l'autre sans qu'on soit cloisonné toujours à tout moment. On vous réinvitera pour nous raconter les suites, Marion Berlioz, le management par la valeur versus le Ségur de la santé. On est sur le bon chemin? Oui, alors comme disait Jean-Pierre, on en a longuement parlé ces derniers jours. En effet, on était un petit peu inquiets sur l'aspect purement économique et les critères autres qui nous paraissaient tout aussi importants. C'est vrai qu'en lisant plus dans le détail l'ensemble des points et des conclusions principales de ce Ségur, on voit qu'il y a d'autres leviers qui peuvent peut-être aller dans le bon sens. Il y a plus Je vous sens très prudente. Plutôt. To be continued. Absolument. Omar Bentahar, je vais vous laisser le mot de la fin. Le Ségur de la santé est sans doute pas suffisamment ambitieux pour prétendre modifier en profondeur les choses. On l'entend bien. Qu'est-ce qu'il faudrait envisager pour répondre aux problématiques que vous avez parfaitement décrites, même si je vous ai un peu bousculé? Pour ma part, les grands plans, les grands programmes comme le Ségur de la santé, je reste un peu sceptique par rapport à ces plans-là, dans le sens où ils peinent à être opérationnalisables. Et je dirais qu'il faudrait une feuille de route avec des initiatives proactives et pragmatiques. Par exemple, la mise en place d'une organisation au mode projet, une organisation agile, le fait aussi de digitaliser, d'investir dans les technologies, dans la matière grise, dans les compétences. Il faudrait aussi pouvoir concilier les logiques des professionnels de soins et des fonctions support, parce qu'il y a souvent des contradictions et des paradoxes. Et il faudrait également avoir, je dirais, des outils ou une organisation apprenante qui permet d'innover et de ne pas en permanence s'adapter, mais d'être en avance par rapport aux crises et par rapport à l'incertitude. On rappelle le titre de l'ouvrage, cher monsieur Grand. Management par la valeur, voilà, et Lean Six Sigma. Donc c'est un peu la relation du pourquoi et du comment. Merci à tous les quatre pour vos passionnantes contributions. On peut vous applaudir derrière la petite lucarne. Voilà, je le fais, vous avez été parfait. Il y a beaucoup de choses encore évidemment à discuter. Il y a un atelier cet après-midi, on pourra évidemment continuer à aborder ces sujets. On se dirige tout droit vers l'issue des travaux de notre matinée, dont on peut dire sans risque qu'elle était riche et dynamique, je crois. Merci beaucoup pour toutes ces contributions, mesdames, messieurs, les panélistes. J'y associe évidemment ceux qui nous regardent probablement derrière la petite lucarne. C'était passionnant, j'ai eu grand plaisir à vous interroger. Vous étiez au top. Alors, la journée n'est pas finie, vous le savez, puisque dès 14 h, pour celles et ceux qui le souhaitent et qui se sont inscrits, vous pouvez participer aux différents ateliers qui viendront approfondir toutes les thématiques qui ont été discutées à l'occasion des 3 tables rondes de ce matin. L'idée est que vous puissiez bien sûr prendre le temps en groupe de partager vos expériences et de débattre avec nos spécialistes. L'atelier 1 s'intéressera à la question de qu'est-ce que prendre en charge. L'atelier 2 sera consacré à l'évolution du rapport au travail post-Covid. Enfin, l'atelier 3 prolongera la présente table ronde. On y parlera management orienté valeur. Voilà, il me reste à renouveler des remerciements aux équipes techniques qui ont parfaitement assuré. Bravo à l'équipe d'organisation. Elle a fait un magnifique travail qui nous a permis d'être réunis aujourd'hui, d'apprendre beaucoup de choses utiles. Merci aussi à l'IAE Metz School of Management pour son aimable hospitalité, et ce dans des conditions du respect strict des règles sanitaires. Je n'oublie pas l'IAE Nancy School of Management, co-organisatrice de cette journée du MOS en Lorraine avec 3 S MOS. Merci enfin à vous toutes et tous pour votre attention. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une activité sereine, enrichissante, et n'oubliez pas, continuez de prendre soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. À très bientôt. Merci.